Allez, dernier exercice de ce DS numéro 3. Il s'agit donc de l'exercice 5. Un exercice de proba, finalement sur un schéma assez classique, puisqu'il y a des probas, des suites et des matrices, un mélange des trois, donc c'est une configuration qu'on retrouve quand même pas mal. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une urne qui contient des boules rouges, des boules jaunes. On fait des tirages là-dedans. Et si on tire une boule rouge, on la remet dans l'urne. Si on tire une boule jaune, eh bien, on ne la remet pas dans l'urne, mais on la remplace par une boule rouge. Et on nous demande un certain nombre de probabilités là-dedans. Donc, partie 1. La première question nous demande de justifier que A0 vaut 1. Qu'est-ce que c'est que A0 ? C'est la probabilité donc de l'événement A0, ça nous est dit dans l'énoncé, c'est-à-dire la probabilité que l'urne ne contienne qu'une seule boule rouge, après avoir fait n tirages, n étant ici égal à 0. Donc sans avoir fait de tirage, la probabilité qu'il n'y ait qu'une seule boule rouge. Et on nous donne la composition de l'urne au départ, il y a une boule rouge et deux boules jaunes. Car au départ, l'urne contient une seule boule rouge. On nous demande de calculer B0, qui est la probabilité de l'événement B0. B0, l'urne contient exactement deux boules rouges. 0, hein, pour la même raison qu'ici exactement, puisque si l'urne ne contient qu'une seule boule rouge, elle ne peut pas en contenir deux. C'est 0, donc c'est la probabilité de l'événement C0. C0, c'est quoi? Après avoir effectué 0 tirage, l'urne ne contient que des boules rouges. C'est 0, puisque au départ, là aussi, l'urne contient deux boules jaunes. Ça, c'est réglé. Deuxième question. Montrez que A1 égale 1 tiers et calculez les valeurs de B1 et de C1. Qu'est-ce que c'est que A1? C'est donc la probabilité de l'événement A1, c'est-à-dire la probabilité qu'après un tirage, il n'y ait toujours qu'une seule boule rouge dans l'urne. Et là, il peut se passer deux choses. Au premier tirage, soit j'ai tiré une rouge, soit j'ai tiré une jaune. Si je tire une jaune, je dois la remplacer par une rouge, donc à ce moment-là, dans l'urne après avoir un seul tirage, je n'ai plus qu'une seule boule rouge, j'en ai deux à ce moment-là. Donc forcément, si après avoir fait un tirage, je n'ai toujours qu'une seule boule rouge, c'est qu'au départ, j'en ai déjà tiré une rouge. Donc obligatoirement, ça c'est la même probabilité que R0, inter rien du tout en fait, hein, c'est juste R0, c'est la probabilité d'avoir tiré une boule rouge au premier tirage, et de cette façon-là, après avoir effectué un tirage, alors, est-ce que R0, non, c'est pas R0, plutôt R1 ici. Après avoir effectué un seul tirage, j'ai pris une boule rouge. Et donc, quelle est la composition de l'urne avant le premier tirage? Vous avez une rouge de jaune, donc probabilité ici, de 1 tiers. B1, donc la probabilité de l'événement B1. B1, après un tirage, j'ai deux boules rouges. Et donc, de cette façon-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la probabilité, si j'ai deux boules rouges, c'est que au premier tirage, j'ai rajouté une boule rouge, donc j'ai tiré une jaune. C'est J1. Quelle est la probabilité de J1? 2 tiers. Et enfin C1, qui sera la probabilité de C1, c'est-à-dire qu'après un seul tirage, je n'ai que des boules rouges. Ça, c'est pas possible, puisque pour que je n'ai que des boules rouges, il faudrait que j'ai remplacé les deux jaunes que j'avais initialement par des rouges, et donc ça ne peut se faire qu'après au moins 3 tirages. Donc ça, c'est 0. Question B. En déduire que A2 égale 1 neuvième, B2 égale 2 tiers, et calculer C2. Bon, on recommence le même principe. P2A2, donc après 2 tirages, je n'ai qu'une seule boule rouge. Donc si je n'ai qu'une seule boule rouge, ça veut dire que je n'ai jamais tiré
des boules jaunes. Donc ce qui veut dire que j'ai tiré une boule rouge au premier tirage et une autre boule rouge au deuxième tirage, parce que sinon j'ai remplacé et ça ne marche plus. Donc ça ici, qu'est-ce que je vais avoir? La probabilité de R1 multipliée par la probabilité de R2 sachant R1 d'après la formule des probabilités composées. Probabilité de R1, c'est 1 tiers, multiplié par la probabilité de R2 sachant R1. Donc si je sais que l'événement R1 s'est réalisé, donc je sais qu'au premier tirage, j'ai tiré une boule rouge, et donc la composition de l'urne dans cette configuration-là, il me reste ma boule rouge, et j'ai toujours mes deux boules jaunes. Donc la probabilité de tirer une boule rouge, si la première que j'ai tirée est rouge, reste de 1 tiers. Donc ce qui nous fait 1 neuvième. Donc A2 est bien égal à 1 neuvième. On nous demande de calculer B2. Donc c'est la probabilité de B2. Donc la probabilité qu'il reste une seule boule, qu'il reste toujours une seule... Non, pardon, B2, j'ai exactement 2 boules rouges après le deuxième tirage. Et là, il peut se passer deux choses. Soit au premier tirage, j'ai choisi une boule rouge, et donc dans ce cas-là, j'ai une boule rouge après le premier tirage, et comme je dois passer à 2 boules rouges, ça veut dire que c'est au second tirage que j'ai choisi une des boules jaunes. Ou alors, c'est le contraire, j'ai choisi une boule jaune au premier tirage, je l'ai remplacée par une rouge, et au deuxième tirage, eh bien, je me retrouve avec 2 boules rouges et une boule jaune, et là, je tire une boule rouge que je remplace par elle-même. Donc là, le mieux, c'est d'utiliser la formule des probabilités totales avec un système complet d'événements. Donc ça sera la probabilité d'avoir R1 et J2 plus la probabilité d'avoir J1, dans ce cas-là, et R2. Alors c'est pas tout à fait la formule des probabilités totales, ça l'est même pas du tout en fait. Donc je vais noter ça autrement. Donc soit j'ai ça, ou alors j'ai ça. Il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai pas besoin de formule pour ça. Et donc ces deux événements-là étant incompatibles, puisque je ne peux pas avoir simultanément au premier tirage R1 et J1, donc ça sera P de R1 inter J2 plus P de J1 inter R2 par incompatibilité. Et puis là, je vais utiliser deux fois la formule des probabilités composées. Donc j'aurai la probabilité de R1 multipliée par la probabilité de J2 sachant R1 plus la probabilité de J1 multipliée par la probabilité de R2 sachant J1. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? Probabilité d'avoir une rouge au premier tirage, c'est 1 tiers. Si j'ai pris une rouge au premier tirage, au deuxième tirage, je suis dans la même configuration qu'au premier avec 2 jaunes et une rouge, et la probabilité d'avoir une jaune, c'est donc 2 tiers. Plus la probabilité d'avoir une jaune au premier tirage, c'est 2 tiers. Et dans ce cas-là, comme j'ai une jaune, je la remplace par une rouge, et donc la probabilité d'avoir une rouge au deuxième tirage, sachant que j'ai déjà eu une rouge au premier, et bien là, j'ai 2 rouges sur les 3. Ce qui nous fait 2 neuvièmes plus 4 neuvièmes, ce qui nous fait donc 6 neuvièmes. 6 neuvièmes, je simplifie par 3, il nous reste 2 tiers. Donc B2 est égal à 2 tiers. Et il nous reste la probabilité de C2. Pour C2, et bien là, il faut que je n'ai plus que des boules rouges. C'est-à-dire que obligatoirement là, j'ai choisi une jaune au premier tirage et j'ai choisi une jaune au deuxième tirage. C'est la seule façon que mes 2 jaunes que j'avais au départ aient été remplacés par des boules rouges. Et donc je vais avoir la probabilité de J1 multipliée par la probabilité de J2 sachant J1 par la même formule des probabilités composées. P de J1, j'ai 2 chances sur 3 d'avoir une jaune au premier tirage. Donc j'ai pris une jaune. Au deuxième tirage, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, il y a une jaune que j'ai remplacée par une rouge. Et donc j'ai cette fois une jaune sur les 3. Donc ce qui me fait 2 neuvièmes.
C2 est égal à 2 neuvièmes. Voilà. Petit c. Les événements A1 et A2 sont-ils indépendants? Bon. Est-ce que c'est indépendant d'avoir une seule boule rouge au premier tirage et une seule boule rouge au deuxième tirage? Quelque part, on a envie de penser que ces deux événements ne sont pas indépendants, puisque si l'événement A1 est réalisé, l'événement A2 ne peut pas l'être. Non, plutôt si A1 bar est réalisé, si A1 n'est pas réalisé, A2 ne peut pas l'être non plus. Voilà. Si vous n'avez pas pris, si vous n'avez pas une seule boule rouge à l'issue du premier tirage, c'est-à-dire qu'en gros vous avez pris une jaune et que vous passez à 2 boules rouges dans l'urne, vous ne pouvez pas revenir en arrière puisque les boules rouges on les remplace jamais par des boules jaunes. Donc dans ce cas-là, on est coincé, A2 ne peut pas être non plus. Donc A1 et A2 ne sont certainement pas indépendants. Pourquoi? Puisqu'on a dit que si des événements étaient indépendants, leur contraire l'était aussi. Donc ce qui empêcherait A1 et A2 de l'être. On nous demande de le vérifier par le calcul. Très bien, on va calculer la probabilité de A1 inter A2. Et on va comparer ça à la probabilité de A1 multipliée par la probabilité de A2. Que faut-il pour avoir A1 inter A2? C'est-à-dire qu'à l'issue du premier tirage, on n'a qu'une seule boule rouge, et à l'issue du deuxième tirage, on n'a qu'une seule boule rouge. Ce qui veut dire que, obligatoirement, vous avez tiré une rouge au premier tirage, et vous avez tiré une rouge au deuxième tirage. C'est pas possible autrement, puisque dès que vous allez prendre une jaune, soit c'est A1 qui ne sera plus vérifié, soit c'est A2 qui ne le sera plus. Donc si on veut avoir à la fois A1 et A2, il faut prendre une rouge et une rouge. C'est-à-dire, je crois que ça on l'a déjà calculé, P de R1 inter R2, P de R1 inter R2, c'est P de A2 en fait, c'est 1 neuvième, on aurait pu le dire directement. Et P de A1 multiplié par P de A2, qu'est-ce que c'est? P de A1 c'est un tiers, P de A2 c'est 1 neuvième, vous voyez que vous trouvez 1 sur 27, ce qui confirme bien que A1 et A2 ne sont pas indépendants. Troisième question, quatrième plus exactement, le D. Calculer P de A2, sachant B3. Donc là, il faudrait qu'on calcule cette probabilité conditionnelle. Formule des probabilités conditionnelles. Alors évidemment, l'événement B3 peut se réaliser. Donc P de B3 n'est pas égal à 0. Donc vous allez avoir P de A2 inter B3 divisé par P de B3. P de B3, ça va demander un petit peu de travail à calculer. Bon. P de A2 inter B3, qu'est-ce que c'est obligatoirement? A2, vous avez toujours une seule boule rouge. Donc vous avez fait un tirage rouge pour les deux premiers. Et B3, vous êtes passé à 2 boules rouges au troisième tirage. Donc forcément, au troisième tirage, on a choisi une jaune. Je divise ça par P de B3. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va calculer P de B3? La probabilité du numérateur, elle va se calculer sans problème avec la formule des probabilités composées, il n'y a pas de souci. Pour P de B3, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faudrait sans doute utiliser la formule des probabilités totales. Et pour ça, il nous faudrait un système complet d'événements. Remarquons que A2, B2, C2 est un système complet d'événements. En effet, vous ne pouvez pas avoir simultanément A2 et B2.
puisque A2 c'est une seule boule rouge, B2 c'est deux boules rouges, après deux tirages. Vous ne pouvez pas avoir A2 et C2. A2 c'est une seule boule rouge, C2 c'est toutes les boules rouges, donc trois boules rouges, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas non plus avoir B2 et C2, puisque vous ne pouvez pas avoir deux boules rouges et trois boules rouges en même temps, c'est pas possible. Donc les événements sont bien incompatibles. Et après avoir fait trois tirages, vous avez soit une boule rouge dans l'urne, comme au départ, soit vous en avez deux parce qu'à un moment donné vous avez tiré une jaune, soit vous avez trois boules rouges parce que vous avez tiré les deux boules jaunes. Et donc A2 union B2 union C2 est bien égal à oméga. Donc finalement, ça me permet d'utiliser la formule des probabilités totales. Et donc ça me permet d'écrire que la probabilité de l'événement B3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la probabilité de A2 inter B3, plus la probabilité de B2 inter B3, plus la probabilité de C2 inter B3. A2 inter B3, ben on l'a ici, hein. Donc c'est la même chose que ça, c'est-à-dire il a fallu faire rouge 1, rouge 2, jaune 3. La probabilité de B2 inter B3. Donc là, je vais utiliser la formule des probabilités composées parce que j'ai calculé P de B2. On a vu que P de B2, où est-il? P de B2, ça nous demandait un petit peu de travail. Donc là, je vais faire un P de B2 multiplié par P de B3, sachant B2. C2 et B3. C2, je n'ai que des boules rouges après le deuxième tirage. B3, j'ai deux boules rouges seulement, et donc une jaune, après le troisième tirage. Ça n'est pas possible, puisque on a vu que quand on a des boules rouges, les boules rouges, on ne les remplace pas par des jaunes. Donc ça vaut 0. Donc ce R1 inter R2 inter J3, ça c'est la probabilité de R1, multiplié par la probabilité de R2, sachant R1, multiplié par la probabilité de J3, sachant R1 et R2, plus la probabilité de B2. Remarquez qu'on aurait sans doute pu utiliser la formule des probabilités composées ici. Hein. Alors, si j'ai B2, ça veut dire qu'à l'issue du deuxième tirage, j'ai deux rouges et une jaune. Et je reste dans cette configuration au troisième tirage. Ce qui veut dire que j'ai forcément la probabilité de B3, sachant que j'ai deux boules rouges. Donc je reste à deux boules rouges, ce qui veut dire que j'ai pioché une rouge. Donc ici, c'est forcément un R3. Ce qui nous fait P de R1, avoir une rouge au premier tirage, c'est un tiers. Avoir une rouge au deuxième tirage, sachant qu'on n'a pas mélangé, on n'a pas changé de configuration, c'est un tiers. Et une jaune au troisième tirage, je suis toujours dans la même configuration, donc j'ai deux tiers. P de B2, on avait trouvé 2 tiers, multiplié par la probabilité d'avoir une rouge au troisième tirage, alors sachant quand même que j'avais B2, une rouge au troisième tirage, sachant que j'étais dans une configuration où j'avais 2 rouges, il me faut 2 tiers. Ben voilà. Ce qui me fait 2 27e plus 4 neuvièmes. Je vais tout mettre sur 27. Donc ce qui me fait 4 fois 3, 12 et de 14 sur 27. P de B3, c'est 14 sur 27. Remarquez que ça, hein, c'est 2 sur 27. Donc j'ai tout ce qu'il me faut. Et donc, finalement, la probabilité qui m'était demandée, donc de A2 sachant B3, c'est, si je reprends ce que j'ai écrit ici, donc là j'ai 2 sur 27, divisé par P de B3, 14 sur 27. Je multiplie tout par 27, ce qui va me faire 2 quatorzièmes. Je divise tout par 2, ce qui me fait 1 septième. P de A2 sachant B3 est égal à 1 septième.
Voilà pour cette deuxième question. Troisième question. À l'aide des probabilités totales, donc là, on nous dit carrément les choses, montrez que AN plus 1 est égal à 1 tiers de AN, BN plus 1 est 2 tiers de AN plus 2 tiers de BN, CN plus 1 égale 1 tiers de BN plus CN. Bon, bah très bien. Je vais commencer par dire que je me donne, bien sûr, un anti-N. Le système AN, BN, CN est un SCE. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je l'ai fait avec A2, B2, C2. Si on considère une étape, soit vous avez une seule boule rouge, soit vous avez deux boules rouges, soit vous avez trois boules rouges. On ne peut pas avoir simultanément plusieurs choses, et bien sûr, comme il n'y a que trois boules dans l'urne, on est forcément dans l'un de ces cas-là. Donc d'après la formule des probabilités totales, je vais écrire que on me demande de calculer AN plus 1. C'est la probabilité de AN plus 1. C'est-à-dire, d'après la formule des probabilités totales, en fait, c'est surtout là que je l'utilise. C'est donc la probabilité de AN inter AN plus 1, plus la probabilité de BN inter AN plus 1, plus la probabilité de CN inter AN plus 1. La première, ça sera P de AN, multiplié par la probabilité de AN plus 1, sachant AN. Plus, pour ça, si vous avez déjà deux boules rouges, au nème tirage, après le nème tirage, vous ne pouvez pas en avoir retiré une pour le n plus unième tirage, donc ça vaut 0. Et puis là, si vous avez que des boules rouges, vous ne pouvez pas passer à une seule au tirage d'après, donc 0. P de AN, c'est noté petit an. P de AN plus 1 sachant AN, c'est-à-dire que on est dans la configuration où je retire une boule rouge à nouveau. C'est-à-dire que je n'avais que des rouges, je n'avais qu'une seule rouge que j'ai conservé à chaque fois, ce qui veut dire que j'ai tiré que des jaunes. Donc à ce moment-là, à ce tirage-là, je suis toujours dans ma configuration initiale, c'est-à-dire que j'ai toujours une boule rouge et deux boules jaunes, donc j'ai un tiers. On a donc bien AN plus 1 qui vaut un tiers de AN. La suite AN est géométrique. Ça, je pense que ça nous sera utile un petit peu plus tard. Ensuite, BN plus 1. Là aussi, je vais calculer P de BN plus 1. C'est-à-dire que la formule des probabilités totales que j'applique ici, je vais avoir P de AN inter BN plus 1, plus P de BN inter BN plus 1, plus P de CN inter BN plus 1. Donc, probabilité composée, je vais avoir AN multiplié par BN plus 1, sachant AN, plus P de BN multiplié par BN plus 1, sachant BN. Plus, ici, j'ai 3 boules rouges au nème tirage, je ne peux pas me retrouver au tirage d'après avec seulement 2, donc celle-là c'est 0. P de AN, c'est petit AN, ça c'est facile. P de BN plus 1 sachant AN, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, j'avais une seule boule rouge jusqu'au nème tirage, et au n plus unième tirage, je me retrouve avec deux boules rouges. Ça ne peut arriver que si j'ai choisi une jaune à ce moment-là. Et comme j'avais tiré que des rouges, je suis toujours dans la configuration une rouge de jaune, sauf pour le dernier tirage. Au dernier tirage, je suis toujours dans cette configuration-là, mais je choisis une jaune, donc avec une probabilité de 2 tiers. Plus probabilité de BN, c'est BN. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis jusqu'au nème tirage, ce qui s'est passé avant, je ne sais pas trop, mais au nème tirage, je suis dans la situation où j'ai deux boules rouges. Donc 2 boules rouges, une boule jaune, et je reste dans cette configuration-là. C'est-à-dire que je vais choisir une des 2 boules rouges qui y sont, donc 2 tiers. Ce qui me fait, ce qu'il me faut, BN plus 1 est égal à 2 tiers de AN plus 2 tiers de BN. Là, cette suite-là,
On ne sait pas trop ce que c'est, hein, mais la suite va nous la faire étudier. Et puis Cn plus 1, bah, même chose, formule des probabilités totales. Si on est un petit peu malin, on a dit que ANBNCN était un SCE. Donc forcément, comme c'est valable pour tout n, AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1 va en être un aussi. Ce qui veut dire que P de Cn plus 1, ça sera 1 moins P de AN plus 1 moins P de BN plus 1. Car AN plus 1, BN plus 1, Cn plus 1 est aussi un SCE. Ce qui va nous faire 1 moins P de AN plus 1, c'est 1 tiers de AN. Moins P de BN plus 1, bah je l'ai au-dessus, c'est 2 tiers de AN, plus, donc on va avoir moins 2 tiers de BN. Ce qui nous fait quoi 1 moins AN moins 2 tiers de BN. Bon. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais on trouve une expression avec AN et BN, et bah, c'est pas trop ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Alors remarquez que c'est vrai qu'on nous dit à l'aide de la formule des probabilités totales, on fera après. Là je respecte pas trop les choses. Or, je sais moi que AN plus BN plus Cn est égal à 1. Donc, par exemple, je peux dire que AN, c'est 1 moins BN moins Cn. Je remplace là-dedans, donc je vais avoir 1 moins BN moins Cn, moins 2 tiers de BN. Il n'y a plus qu'à terminer le calcul. 1 moins 1, 0. BN plus Cn moins 2 tiers de BN, c'est-à-dire 1 tiers de BN plus Cn. Donc j'ai Cn plus 1 qui vaut 1 tiers de BN plus Cn. Voilà pour cette partie en fait. On pourrait le faire aussi avec la formule des probabilités totales. Vous écririez ça en remplaçant les Bn plus 1 par des Cn plus 1 et on a des probabilités qui peuvent... On va le faire, ça peut quand même être intéressant. Deuxième méthode pour la même chose. Hein. Donc deuxième méthode pour Cn, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Vous avez donc Cn plus 1, c'est la probabilité de Cn plus 1, c'est-à-dire la probabilité de AN inter Cn plus 1, plus la probabilité de Bn inter Cn plus 1, plus la probabilité de Cn inter Cn plus 1. AN inter Cn plus 1, vous êtes dans la situation où vous avez une seule rouge au énième tirage et vous passez à deux rouges au tirage d'après. C'est pas possible, puisque comme vous avez tiré qu'une seule boule, vous n'avez pu remplacer qu'une seule des deux jaunes. Ensuite, le deuxième, formule des probabilités composées, donc Bn, multiplié par la probabilité de Cn plus 1, sachant Bn, plus la probabilité de Cn, multiplié par la probabilité de Cn plus 1, sachant Cn. Bon. Probabilité de Bn, c'est Bn, multiplié par Cn plus 1, sachant Bn, c'est-à-dire que vous êtes dans la configuration où vous avez 2 rouges, une jaune, et si vous passez à 3 rouges, ça veut dire que vous avez tiré la jaune. Donc une chance sur 3 de tirer la jaune dont vous avez besoin. Plus la probabilité de Cn, c'est petit cn, multiplié par... Vous êtes dans la configuration où vous avez 3 rouges. De toute façon, dans cette configuration-là, une fois qu'on l'a atteinte, on y reste, puisqu'on ne peut pas tirer de nouvelles jaunes. Donc c'est 1. Ce qui nous fait 1 tiers de Bn plus 1. Donc Cn plus 1 égale 1 tiers de Bn plus, j'ai marqué plus 1, mais c'est plus Cn, plus Cn. Voilà donc une deuxième méthode
pour la même chose. Et on a terminé la partie 1. On passe à la partie 2. Dans cette partie, on va travailler sur les suites. Déterminer l'expression de AN pour tout n appartenant à n. Eh bien, AN est géométrique. De raison 1 tiers. Et on a même son premier terme. Et deux termes initiales. Il n'y a pas de E. A0 égale 1. Donc finalement, pour tout entier n, à n égale 1 fois 1 tiers à la puissance n, donc 1 tiers à la puissance n. On peut très bien noter aussi 1 sur 3 à la puissance n, ça fonctionne. En déduire que pour tout n appartenant à n, bn plus 1 égale machin. Ok, bon bah, on va se donner un entier n. Qu'est-ce que c'est que bn plus 1 ? Bah, d'après ce qu'on a écrit au-dessus, bn plus 1 c'est 2 tiers de an plus 2 tiers de bn. Or, on vient juste de calculer an, donc on va avoir 2 tiers de an plus 2 tiers de bn. C'est-à-dire, alors 1 à la puissance n, ça va nous faire 1. 2 sur 3 fois 3 à la puissance n, je détaille beaucoup, plus 2 tiers de bn, c'est-à-dire 2 sur 3 à la puissance n plus 1, plus 2 tiers de bn. Ainsi, on vient de démontrer que pour tout n appartenant à n, bn plus 1 était égal à 2 sur 3 puissance n plus 1, plus 2 tiers de bn. Voilà pour la première partie de la première question de cette partie 2. Petit b. Pour tout n appartenant à n, on pose un égale 3 puissance n bn. Bon, bah, très bien. Soit n appartenant à n. Et on me demande de calculer un plus 1. un plus 1, c'est quoi ? C'est 3 puissance n plus 1 multiplié par bn plus 1. C'est-à-dire 3 puissance n plus 1 multiplié par 2 sur 3 puissance n plus 1 plus 2 tiers de bn. C'est-à-dire 2 plus 2 sur 3 multiplié par 3 puissance n plus 1 bn. C'est-à-dire 2 plus, les choses se simplifiant, je vais avoir 2 fois 3 puissance n bn. Et ça, 2 fois 3 puissance n bn, c'est égal à un. Donc ça vaut 2 plus 2 un. Donc je viens de démontrer que pour tout n appartenant à n, un plus 1 était égal à 2 un plus 2. C'est-à-dire que un est arithmético-géométrique. On nous demande également de calculer u0. U0, c'est quoi ? C'est 3 puissance 0 multiplié par B0. 3 puissance 0, ça nous fait 1. B0, on a vu que c'était 0. C'est 0. U0 égale 0. Terminé pour cette question. Question d'après, un petit peu de Python. Écrire une fonction en Python qui prend en entrée un entier n et renvoie la valeur de un. Je vais très étrangement l'appeler suite. Alors ça, ce genre de fonction, si vous ne savez pas les faire, vous méritez des claques, entre guillemets, parce que écrire ce genre de fonction, on l'a fait je ne sais pas combien de fois, donc il faut vraiment savoir le faire. Donc u égale 0. Ensuite, je fais une petite boucle for. Alors bien sûr, on pourrait utiliser la question d'après, mais c'est pas ça qu'on attend de nous ici. U égale 2 plus, alors c'est 2u plus 2, 2 fois u plus 2, return u. C'est vraiment la fonction bateau, celle qui calcule les termes d'une suite, celle qui calcule un seuil. Vous êtes obligé de savoir les faire.
C'était bien la question petit c. La question D. Déterminer le terme général de la suite UN. Très bien, résolvons. X est égal à 2x plus 2. Ce qui revient à x est égal à moins 2. Posons pour tout entier n. Vn, par exemple, est égal à un moins 2, c'est-à-dire un plus 2. On va montrer que Vn est géométrique. Je me donne un entier n. C'est vraiment mal écrit. Et je vais calculer Vn plus 1. Qu'est-ce que c'est que Vn plus 1 ? Eh bien, c'est un plus 1 plus 2. C'est-à-dire, un plus 1, c'est 2un plus 2, plus encore 2. C'est-à-dire 2un plus 4, c'est-à-dire 2 facteurs de un plus 2, c'est-à-dire 2Vn. Donc la suite Vn, on vient de montrer qu'elle est géométrique de raison 2. V0, c'est U0 plus 2. U0, c'est 0, c'est donc 2. Et donc finalement, on en déduit que pour tout entier n, Vn est égal à 2 multiplié par 2 à la puissance n, c'est-à-dire 2 à la puissance n plus 1 en fait. Bon. Mais on a besoin de un. Or, pour tout n, Vn est égal à un plus 2, ce qui revient à dire que pour tout n appartenant à n, un est égal à Vn moins 2. Et donc ce que l'on vient de démontrer, c'est que pour tout entier n, un est égal à 2 puissance n plus 1 moins 2. C'est terminé pour cette question D. Passons à la question E. En déduire que Bn égale machin. C'est tout à fait logique. Si on se donne un entier n, on sait quoi ? On sait que un est égal à 3 puissance n Bn. Ce qui revient à dire que Bn est égal à 1 sur 3 puissance n multiplié par un. Or, on connaît un. Donc on aura 1 sur 3 puissance n multiplié par 2 puissance n plus 1 moins 2, c'est-à-dire 2 fois 2 puissance n sur 3 puissance n moins 2 sur 3 puissance n, alors 2 multiplié par 1 sur 3 à la puissance n. Donc on va avoir 2 multiplié par 2 tiers le tout à la puissance n, moins 2 fois 1 sur 3, le tout à la puissance n. Et voilà Bn. Donc finalement, pour tout n appartenant à n, on vient de démontrer que Bn était égal à 2 fois 2 tiers à la puissance n, moins 2 fois 1 tiers à la puissance n. Ce qui termine la première question de cette partie 2. Deuxième question de la partie 2. Déterminer le terme général de la suite Cn, puis calculer sa limite. Là, il y a plusieurs façons de faire tout ça. La suite Cn, qu'est-ce que l'on sait ? On sait que Cn plus 1 est égal à 1 tiers de Bn plus Cn, mais ça ne nous aide pas vraiment. Ce serait plutôt intéressant de remarquer que, comme on l'a déjà vu plus tôt, An plus Bn plus Cn est égal à 1, puisqu'on a un SCE. Donc, Cn c'est quoi ? C'est 1 moins An. An, on a dit que c'était 1 tiers
à la puissance n, moins Bn. Bn, on a dit que c'était 2 fois 2 tiers à la puissance n, moins 2 fois 1 tiers à la puissance n. Et donc, qu'est-ce que l'on a pour tout entier n? Eh bien, Cn est égal à 1 moins... Alors ici, j'ai 1 tiers, ici, je l'ai 2 fois 1 tiers, donc 3 fois 1 tiers à la puissance n, moins 2 fois 2 tiers à la puissance n. Et j'ai terminé cette question de A. Non, pardon, on nous demande la limite. Donc, je n'ai pas terminé. Je peux remarquer que 1 tiers est compris entre moins 1 et 1. Donc, 1 tiers à la puissance n va converger vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. De même pour 2 tiers. Donc 2 tiers à la puissance n converge aussi vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc si on regarde bien, par somme, Cn tend vers quoi? 1 moins 0 moins 0 moins 1. Comment peut-on interpréter le résultat de cette limite? Ce qui veut dire que quand n est grand, quand n va être très grand, Cn va être proche de 1. En d'autres termes, quand n est grand, Cn est proche de 1, ce qui veut dire que l'événement Cn finit par se réaliser presque à coup sûr. L'événement Cn se réalise à coup sûr lorsque n est grand. En d'autres termes, à force de piocher des boules là, dans cette urne, on va finir par ce qu'il n'y ait plus que des rouges. Question B. Écrire une fonction en Python qui calcule et renvoie la plus petite valeur de n, telle que valeur absolue de Cn-1 est inférieure à 10-4. Je vais appeler ça seuil. Cette fonction elle a besoin de rien pour faire le travail. Cn, eh bien, je l'ai ici. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Je vais dire que C0 c'est 0. Et ensuite, tant que valeur absolue de C-1 est plus grand ou égal que 10 puissance moins 4, alors comme j'ai ABS, ici il va me falloir un from mat import étoile. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la valeur de C, tout simplement. C est égal à 1 moins 3 fois 1 tiers à la puissance n, moins 2 tiers, combien de fois? 2 fois 2 tiers à la puissance n, j'ai besoin d'augmenter mon n de 1, et à la fin je return n. Remarquez que ici j'ai besoin de commencer à n égale 0. Voilà pour ma fonction seuil. Et je crois que c'est tout pour la deuxième question. Oui, on peut attaquer la partie 3, la dernière partie de cet exercice. Dans cette question, on nous dit qu'on va redémontrer les résultats de la partie précédente, mais avec une autre méthode, ce qui veut dire qu'on ne va certainement pas utiliser ce que l'on a fait précédemment. Alors ici, je vais écrire mieux les choses, pour que, de loin ça peut paraître pour un 8, mais c'est n égale 0, c égale 0. Dernière partie. Pour tout n, on pose grand xn égale an bn cn et A une matrice qu'on nous donne. Montrer que A est inversible et déterminer A-1. La matrice A, c'est quoi? C'est 1 tiers de 1, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 3. Alors je pourrais montrer que A est inversible directement avec la méthode du pivot de Gauss. Ici j'ai une matrice
triangulaire inférieure, donc pas de problème, comme il n'y a pas de coefficient nul sur la diagonale, elle va être inversible. Mais je vais plutôt m'intéresser, moi, à cette matrice-là, en fait. Donc je vais m'intéresser juste à la matrice sans le 1 tiers. 1, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 3 est inversible, car elle est triangulaire inférieure. Sans aucun coefficient nul. Sur sa diagonale. Puis là, je vais faire mon pivot de Gauss. La première ligne, elle me va très bien, je n'y touche pas. La deuxième ligne, il faudrait que je fasse partir le 2 qui est ici. Donc je vais faire la deuxième ligne moins 2 fois la première. 2 moins 2 fois 1, 0. 2 moins 0, 0. 0 moins 0, 0. Pas de problème. Ici j'ai mis 0, mais c'est un 2. Hein. La troisième ligne, dans un premier temps, je n'y touche pas. La deuxième ligne, moins 2 fois la première. 0 moins 2 fois 1, moins 2. 1 moins 2 fois 0, 1. 0 moins 0, 0. Et la troisième, pour le moment, je n'y touche pas. On passe à la matrice d'après. Remarquez que ici, j'ai intérêt à multiplier la ligne 2 par 1 tiers, par 1 demi. Et je ne touche toujours pas à la ligne 3. Je pourrais le faire, hein, mais ça sera plus facile si on ne le fait pas tout de suite. Moins 1, 0, 0, moins 1, 1 demi, 0, 0, 0, 1. Reste à régler le problème de la dernière ligne. Il faut d'abord que je fasse sortir le 1 qui est là. Donc la troisième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la L3 moins L2. 0 moins 0, 0, 1 moins 1, 0, 3 moins 0, 3. Et donc L3 moins L2, 0 moins moins 1, 1. 0 moins 1 demi, moins 1 demi. 1 moins 0, 1. Et maintenant, il faut que je multiplie la dernière ligne par 1 tiers. Et donc 1, 0, 0, moins 1, 1 demi, 0, 1 tiers, moins 1 sixième, hein, divisé par 3, c'est multiplié par 1 tiers, et ici je vais avoir 1 tiers. Donc finalement, qu'est-ce que je peux dire? Que ma matrice 1, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 3, que je vais appeler M, est inversible d'inverse M-1 qui vaut 1, 0, 0, moins 1, 1 demi, 0, 1 tiers, moins 1 sixième, 1 tiers. Alors vous allez me dire, oui mais c'est pas la matrice A. Et vous aurez raison. A c'est quoi? C'est 1 tiers de M. Que faire de cette information-là? Si je multiplie, comment dire, si je veux chercher, pardon, A-1, A-1 ça va être quoi? A fois A-1, c'est l'identité. La matrice M, donc A c'est quoi? C'est 1 tiers de M. Multiplié par quoi pour avoir l'identité? Bien sûr, je vais multiplier par M-1, mais si je fais ça, ça va me donner 1 tiers de l'identité. Donc il me faut 3 fois M-1. Donc finalement, la matrice A-1, alors A,
elle va être inversible, bien sûr. J'aurais dû faire une phrase complète ici. A est inversible. Je vais écrire les choses dans l'autre sens. Vous avez compris le principe, hein, c'est ça qui est important. 1 tiers de m multiplié par 3m moins 1, c'est bien l'identité. Donc A, multiplié par une certaine matrice, que je vais appeler A-1, égale l'identité. Donc A est inversible, d'inverse. Je vais avoir 3, 0, 0, moins 3, 3 demi, 0, 1, moins 1 demi, 1. Voilà l'inverse de la matrice A. Question B. Question on ne peut plus classique, qu'on a déjà traité plein de fois. Montrer que pour tout n, x puissance n plus 1 est égal à a multiplié par xn. Ben, je vais me donner un entier n. Et je vais calculer a fois xn. Qu'est-ce que c'est que a fois xn? Eh bien, ça sera 1 tiers de 1, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 3, multiplié par la matrice xn qui est an, bn, cn. Donc je vais avoir 1 tiers. 1 fois an plus 0 fois bn plus 0 fois cn, ce qui va me donner an. 2 an plus 2 bn. Et enfin, j'ai bn plus 3 cn. Je multiplie maintenant par 1 tiers, donc je vais avoir 1 tiers de an, 2 tiers de an plus 2 tiers de bn. Et ici, j'ai 1 tiers de bn plus 3 fois 1 tiers, bah, une fois cn. En d'autres termes, j'ai an plus 1, bn plus 1, cn plus 1. Ce qui me fait bien xn plus 1. Finalement, j'en déduis que pour tout entier n, xn plus 1 est égal à a multiplié par xn. Question C. En déduire que pour tout n, xn égale a puissance n multiplié par x0. Ça aussi, on l'a fait plein de fois. Et pour travailler cette chose-là, on sait qu'il faut faire un raisonnement par récurrence. Je me donne un entier n appartenant à n. On note Pn, la proposition xn égale a puissance n x0. Initialisation. Pour n égale 0. D'une part, bah, vous avez a puissance 0 multiplié par x0, c'est l'identité, multiplié par x0, c'est x0, donc ça fonctionne. Donc P0 est vrai. Hérédité. Je me donne un entier n appartenant à n, tel que la proposition Pn est vraie. On a donc, je ne le renote pas, hein, parce que là c'est vraiment un raisonnement très simple, on a donc que xn égale a puissance n x0. Montrons, donc je ne l'écris même pas, je vais calculer moi xn plus 1. xn plus 1, ben, on vient de dire que c'était a multiplié par xn, c'est-à-dire que c'est a multiplié par a puissance n x0 d'après l'hypothèse de récurrence. A multiplié par a puissance n, c'est a puissance n plus 1. On en déduit que Pn plus 1 est vrai. C'est vraiment pour la forme la récurrence ici. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, eh bien on peut dire que xn c'est a puissance n x0. Maintenant, le reste du travail va consister en le calcul de a à la puissance n. Question 2, petit a.
Donc on a une matrice P et on nous demande de calculer P carré plus 2 fois I3. Donc on va d'abord calculer P carré. P carré c'est quoi? C'est 0, 0, 1, 0, moins 1, moins 2, 1, 1, 1, que je vais multiplier par la même. 0, 0, 1, 0, moins 1, moins 2, 1, 1, 1. Tac. Alors 0 fois 0 plus 0 fois 0 plus 1 fois 1, ben ça fait 1. Ensuite, oui c'est ça, 0 fois 0 plus 0 fois moins 1, ça fait toujours 0, plus 1 fois 1, ça fait encore 1. 0 multiplié par 1, plus 0 multiplié par moins 2, plus 1 fois 1, ben ça fait encore 1 ici. Très bien, c'est réglé ça. Ensuite, deuxième ligne multipliée par la première colonne, 0 fois 0, plus moins 1 fois 0, moins 2 fois 1, ça va nous faire moins 2. 0 fois 0 plus moins 1 fois moins 1, ça va nous faire 1. 1 plus moins 2, ça nous fait moins 1. Ok, ensuite, multiplié par la dernière colonne, 0, 2, moins 2, ici on a 0. Et donc dernière ligne, 0, 0, 1, 0, moins 1, plus 1, on a donc 0. 1, 1, moins 2, ça nous fait moins 1, moins 1 plus 1, 0. Voilà donc P carré. Remarquez que P carré, pas très très loin de P quand même. Cela étant, c'est pas P carré qu'on doit calculer, c'est P carré plus 2I3. Il me faut une nouvelle page. Qu'est-ce que c'est que P carré plus 2I3? Je vais avoir 3, 1, 1, moins 2, 2, 0, 1, 0 et 2. Voilà P carré plus 2I3. On était censé en déduire quelque chose. Et ça n'a pas l'air d'être bien beau. Alors, je viens de me rendre compte qu'il y avait une petite erreur dans le sujet, mais c'est pas grave, simplement. Ça vous demande juste un petit peu de travail, parce que de ça, en fait, vous allez avoir beaucoup de mal à déduire que P est inversible, pour la bonne et simple raison que c'est plutôt P au cube qu'il faudrait calculer. P au cube, c'est quoi? C'est 0, 0, 1, 0, moins 1, moins 2, 1, 1, 1, multiplié par cette matrice que l'on vient de trouver. 1, 1, 1, moins 2, moins 1, 0, 1, 0, 0. Alors, 0 multiplié par 1, 0, 1. Ensuite, vous allez avoir 0, 0, 0, 0, 0, 0, ce qui nous donne 0. Ensuite, 0, 2, moins 2, 0. 0, 1, plus 0, donc ce qui nous fait 1. 0, 0, 0. 1, moins 2, donc moins 1, plus 1, 0. 1, moins 1, 0, plus 0, 0. 1, plus 0, plus 0, ce qui nous fait 1. Donc on trouve l'identité. Alors bien sûr, ça, vous ne pouviez pas le voir dans l'énoncé, à moins d'avoir un petit peu de recul sur les calculs, mais toujours est-il que montrer que P est inversible, même si vous ne savez pas que P carré égale I cube, eh bien, vous pouvez toujours le faire par le pivot de Gauss. Donc finalement, effectivement, le en déduire, je pense que c'était très difficile de le en déduire, mais on pouvait quand même trouver P et son inverse, donc finalement, ce n'est pas très handicapant. Donc finalement, qu'est-ce que l'on peut en déduire? On peut en déduire que P multiplié par P carré est égal à I3, donc P est inversible.
d'inverse P carré. Donc finalement, j'ai marqué P2, mais c'est P2 comme ça. Finalement, P moins 1, c'est quoi? C'est 1, 1, 1, moins 2, moins 1, 0, 1, 0, 0. Voilà, donc si vous l'avez fait avec le pivot de Gauss, ça serait même assez logique dans cette configuration-là. Évidemment, ça marche très bien. Montrer que A égale P dP-1, où D est une matrice diagonale que l'on déterminera. Alors évidemment, on ne peut pas faire le produit P dP-1 comme ça. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, calculons plutôt. Donc il faut avoir P dP-1. Donc l'égalité qu'on nous donne, je la multiplie à gauche par P-1 et à droite par P. Donc je vais faire ce calcul. P-1, je viens de le trouver. A, ben, je l'ai un petit peu plus haut. Et P-1 et P, ben, je l'ai aussi. Donc commençons par exemple. Alors, je vais mettre mon tiers ici pour éviter de me le trimballer partout. Donc 0, non, P-1 c'est 1, 1, 1. Moins 2, moins 1, 0. 1, 0, 0. Multiplié par 3 fois A, du coup 1, 0, 0. 2, 2, 0. Et 0, 1, 3. Je multiplie ça par P. P qui est 0, 0, 1, 0, moins 1, moins 2, 1, 1, 1. Ça va nous faire quoi? Donc par exemple, je vais laisser le 1 tiers devant toujours, je vais laisser le 1, 1, 1 ici, le moins 2, moins 1, 0, 1, 0, 0 là. Et le reste, je vais faire mon travail. Donc 1 fois 0, 0 fois 0, 0 fois 0, ça fait 0. Ensuite, 0, 0, 0. Et puis ici, je vais avoir 1, 0, 0. Donc j'ai 1. Ensuite, deuxième ligne par première colonne. 0, 0, 0. C'est assez agréable. 0, moins 2, plus 0, donc ce qui va me faire moins 2. Ensuite, je vais avoir 2, moins 2, 0, plus 0, 0. Et donc la dernière ligne, avec la dernière ligne ici, 0, 0, 3. 0, moins 1 plus 3, ce qui va nous faire 2. Et ici, j'ai 0, moins 2 plus 3, ça me fait 1. Je laisse toujours le 1 tiers devant. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire ce produit-là. Donc 0, pardon, plus 0 plus 3, ça va me faire 3. Ensuite, j'ai 0, moins 2 plus 2, ça me fait 0. 1, oui c'est ça, 1, plus 0, 0, plus 1, ça me fait 1. Il est embêtant ce 1 ici, parce que je ne me serais pas trompé. Ben non, on va voir le reste. Moi que je me sois trompé. Le 1, donc tac, tac, c'est ce coefficient-là, donc c'est ce coefficient-là. Ce coefficient-là, c'est quoi? C'est ça. Non, c'est le coefficient qui est ici, donc c'est ça fois ça, donc j'ai bien moins 2 plus 3, donc ça me fait bien 1. D'ailleurs ici ça ne me fait pas 1. Ça me fait pas 1, ça me ferait plutôt 1 plus 2, ça me fait plutôt 2. Oui. Ça, c'est pas très beau. Ça m'embête un peu. Et c'est logique que ça n'aille pas parce que ici, je me suis trompé en recopiant, c'est pas 0, c'est moins 2. Non, c'est pas la même matrice que là. Et je vais le recalculer. Je vais recalculer ce coefficient-là. Ce coefficient-là, donc 2. Moins 4, ça fait bien moins 2. Ouais, c'est moins 4 ici. 2 fois moins 2, et c'est moins 2 ici. Ok, donc je reprends ce coefficient-là. 1, moins 2, donc moins 1, plus 1, 0. C'est beaucoup mieux. Ensuite, la deuxième ligne, multipliée, donc 0, 0, 0. Ça, c'est très bien.
0, 2 et 0. Donc ici, je vais avoir 2. Et puis, la dernière colonne, moins 2 plus 2, 0, plus 0. Et ensuite, 0, 0, 0, ça c'est bien. 0, 0, 0, ça c'est bien. Et 1 plus 0 plus 0, ça me fait 1. Donc ce qui me fait 1, 0, 0, 0, 2 tiers, 0, 0, 0, 1 tiers. Et ça, c'est bien une matrice diagonale. Donc je dis que ça, c'est la matrice diagonale. On a donc bien A égale P, D, P-1 avec D, qui est la matrice qui est ici. Donc 1, 0, 0, 0, 2 tiers, 0, 0, 0, 1 tiers. Question C. Bon, je dis qu'il faut que j'arrête de corriger trop tard, il faut vraiment que je fasse ça parce que... montrer que pour toute n, a puissance n égale p d puissance n p-1, clairement ici, c'est aussi un raisonnement par récurrence. Soit n appartenant à n, on note Pn la proposition, a puissance n égale p d puissance n p-1. L'initialisation. Qu'est-ce qu'on a dans l'initialisation? Pour n égale 0, vous avez a puissance 0 qui est l'identité, et p d puissance 0 p-1 qui vaut p i3 p-1, c'est-à-dire p p-1, c'est-à-dire l'identité. On trouve bien le même résultat. On en conclut donc que a puissance 0 est égal à p d puissance 0 p-1. La proposition p au rang 0 est vraie. Hérédité. Soit n appartenant à n tel que la proposition Pn est vraie. On va montrer au rang n plus 1, je ne l'écris même pas. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est a puissance n plus 1. C'est quoi? C'est a multiplié par a à la puissance n. A, c'est p d p-1. A puissance n, c'est p d puissance n p-1 d'après l'hypothèse de récurrence. Et je vais donc avoir p d. P puissance moins 1 multiplié par p, c'est l'identité. Donc d puissance n, p-1, ce qui me fait p d puissance n plus 1, p-1, pn plus 1 est vrai. Reste à conclure. Par principe de récurrence, pour n'importe quel n de n, a puissance n est égal à p d puissance n, p-1. Question 3, et on aura terminé. En déduire l'expression de a puissance n en fonction de n, puis celle de an, bn, cn. Je me donne un entier n appartenant à n. D puissance n, ben c'est tout simple. Hein. C'est cette matrice-là où je mets tout à la puissance n. Donc je vais avoir 1, 0, 0, 0, 2 tiers à la puissance n, 0, 0, 0, 1 tiers à la puissance n. D'où mon a puissance n, c'est quoi? C'est ma matrice P. Ma matrice P, c'est 0, 0, 1, 0, moins 1, moins 2, 1, 1, 1, multiplié par la matrice D à la puissance n, 1, 0, 0, 0, 2 tiers à la puissance n, 0, 0, 0, 1 tiers à la puissance n, et tout ça c'est multiplié par la matrice P-1, la matrice P-1 qui est ici, donc 1, 1, 1 pour la première ligne, moins 2, moins 1, 0, 1, 0, 0 pour la dernière ligne. Je vérifie que c'est bien ça. C'est bien ça. Et il n'y a plus qu'à faire du produit matriciel.
Donc la première, je la laisse là. Ensuite, 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. C'est bon pour la première ligne. La deuxième ligne. 0 moins 2 multiplié par 2 tiers à la puissance n. Plus 0, bah ça fait 0. Alors, je vais peut-être écrire ça plus comme ça. Ensuite, 0, ici je vais avoir moins 2 tiers à la puissance n. Plus 0. 0, 0, 0. La dernière ligne. 0, 0, 1 tiers à la puissance n. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Ça, c'est assez agréable dans ces cas-là. Ici. Alors, cette ligne-là multipliée par cette colonne-là, 0, 0, 1 tiers à la puissance n. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Ma deuxième ligne, 0, 2 fois 2 tiers à la puissance n. Et moins 2 fois ça, donc moins 2 fois 1 tiers à la puissance n. C'est là qu'on se rend compte que je vais mettre cela bien après. Ensuite, 0, 2 tiers, moins 2 tiers, donc 2 tiers à la puissance n, 0. 0, 0, 0. Ensuite, la dernière ligne, 1, moins 2 fois 2 tiers à la puissance n, moins, plus, 1 fois 1 tiers à la puissance n. Ensuite, j'ai 1, moins 2 tiers à la puissance n, plus 0, bah, ça me fait 0. 1, plus 0, plus 0. Donc, ce qui me fait 1. Voilà ma matrice A à la puissance n. Et donc, finalement, xn, c'est a puissance n multiplié par x0, c'est-à-dire a puissance n multiplié par x0, c'était 1, 0, 0. Et donc, on va avoir quoi? 1 tiers à la puissance n fois 1, plus 0, plus 0. Donc, je vais avoir 1 tiers à la puissance n. Ensuite, j'ai ça qui est multiplié par 1, ça qui est multiplié par 0, ça qui est multiplié par 0. Donc, je vais avoir 2 fois 2 tiers à la puissance n, moins 2 fois 1 tiers à la puissance n. Et puis, même chose, ici, je vais avoir 1, moins 2 fois 2 tiers à la puissance n, plus 1 tiers à la puissance n. Et donc ça, c'est AN, BN, CN. Finalement, on en déduit quoi? Pour tout n appartenant à n, AN est égal à 1 tiers à la puissance n, c'est ce qu'on avait trouvé. BN est égal à 2 multiplié par 2 tiers à la puissance n moins 2 multiplié par 1 tiers à la puissance n. Est-ce que c'est ce que l'on avait trouvé? Je crois que oui. Il faudrait remonter. Avant ça. C'est bien ça qu'on a trouvé. Et Cn. Cn, c'est quoi? C'est 1 moins 2 fois 2 tiers à la puissance n plus 1 tiers à la puissance n. Est-ce que c'est ça que l'on avait? C'est un petit peu au-dessus, c'est encore au-dessus, c'est là. Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que c'est de ma faute. Quand on fait moins BN, moins CN, ici, ça nous fait plus. Et ici, 2 moins 1, ça nous fait plus 1.
Donc c'est bon. Voilà, donc attention, hein, une petite bêtise, mais que j'ai corrigée. Descend. Ça c'était bon. Petite bêtise ici dans le calcul final, hein, que j'ai recorrigé après. Voilà, c'est terminé pour cet exercice 5.